Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps aujourd'hui pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 67 de Dragon Ball Super. Alors déjà, je vous préviens, si vous n'étiez pas là durant le live samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, juste après que l'épisode 67 ait été diffusé au Japon, ou que vous découvrez cette chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau, mais également je souhaite vous dire que vous risquez de me trouver assez sévère avec cet épisode-là, voire même très sévère. Sachez que le but de mes vidéos n'est pas d'être un rageux, ou n'est pas de casser tout simplement Dragon Ball Super, loin de là. Je tiens à faire avec vous le plus de prédictions possible, à pousser mon analyse au maximum. Voilà mon état d'esprit en tant que fan de Dragon Ball. J'ai 27 ans et je suis la série depuis que j'ai 5 ans, donc vous comprenez que je ne suis pas là pour casser du sucre sur son dos. Le problème, c'est que nous avons eu droit à un épisode de très mauvaise qualité et qui ficelait le scénario final, je dirais ça ainsi, de manière très maladroite. Alors comme d'habitude pour mes reviews, on va prendre ça par ordre chronologique, on va faire défiler l'épisode de manière chronologique, et tout avait commencé plutôt bien avec le résumé de l'épisode précédent, qui nous mettait bien dans l'ambiance avec un Trunks ayant pris le dessus sur le corps de Zamasu, l'ayant coupé en deux avec son épée Genkidama, on va dire. On va appeler ça la Genki Sword. Et l'épisode reprenait pile au moment où Trunks venait de trancher Zamasu, ce qui était logique. Un petit détail intéressant qui laissait présager de la suite, c'est que Zamasu, au moment où il venait de se faire trancher par cette épée-là, était toujours très souriant. Il disait non, un dieu ne se fera jamais battre par un mortel, etc. Il rigolait, vraiment il rigolait. Après c'est vrai qu'au moment de l'espèce d'explosion de Ki, il a fait le cri un peu comme quand il s'est fait Haka, il a fait une tête, on voyait qu'il souffrait clairement, un peu comme si c'était la fin du personnage. Mais on va dire que cette attaque-là, les effets de cette attaque-là étaient un peu en demi-teinte, en deux phases. Une phase où il rigolait et une phase où d'un coup il a perdu son sourire. Mais c'est vrai que cette fameuse phase de rigolade nous a laissé perplexes. Et si on n'avait pas lu les spoils, on aurait pu se demander si Zamasu n'allait pas revenir, et à très juste titre. Et on a donc droit à une première scène dans laquelle on voit l'épée reprendre sa forme normale, sa forme cassée je dirais. Elle ne conserve pas le ki de Trunks qui l'entoure, ni même le ki des humains, tout disparaît. À vrai dire, je ne pense pas que l'épée de Trunks soit ce qui permet de catalyser l'énergie de Trunks et l'énergie des humains, des mortels, etc. C'est bien sûr Trunks qui sert un peu de réceptacle à cela, et ils ont voulu marquer un peu le coup étant donné que l'épée de Trunks est son outil favori, son accessoire, c'est en quelque sorte ce qui le caractérise. Donc bien sûr, son Genkidama s'est manifesté là-dedans, ça aurait été moins cool de voir Trunks lever les bras vers le ciel et former un vrai Genkidama. D'ailleurs, en parlant de Genkidama, Goku l'a bien reconnu et en fait mention auprès de Trunks. Il lui dit « Hey Trunks, cela ressemblait énormément à mon Genkidama ». Ce à quoi Trunks répond sans faire mention du Genkidama, mais dit « J'ai senti que c'est l'énergie de tous les survivants qui s'est accumulée auprès de moi et que j'ai pu catalyser de cette façon-là ». Dans cette phase où notre team préférée commence un peu à souffler parce qu'elle pense en avoir fini avec l'ennemi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'émotion de Bulma. Son personnage n'a pas été omniprésent dans l'arc, mais au final, elle a été très utile, elle a été très courageuse. Elle a été très intelligente. Bon, vous allez me dire, c'est elle qui crée des time machines, donc c'est logique qu'elle règle un minimum de problèmes. Mais en tout cas, j'ai bien trouvé cool, toujours le parallèle qui est fait avec Mirai Bulma qui est morte, et cette Bulma-là qui peut constater des avancées de Mirai Trunks, alors que ce n'est pas elle sa vraie mère, fondamentalement. Elle est le double d'une autre timeline, elle est le double temporel de sa vraie mère. Elles n'ont pas le même vécu. Et bien donc, après tout cela, j'ai envie de dire malheureusement, on a eu le premier mauvais tournant dans cet épisode-là. Dans le sens où l'on a eu le retour de Zamasu. Alors en soi, c'est pas mauvais, un méchant qui revient, d'accord, c'est un peu répétitif, c'est un peu lourd, mais ça peut être bien fait. Le souci, c'est la manière dont ça a été fait. Déjà, pour commencer, l'animation était loin d'être belle. Enfin, c'est vrai que la phase de retour avec l'espèce de vague d'énergie noire et rouge, ça, elle était sympa. Mais à partir du moment où ces nuages ont commencé à se transformer en tête de Zamasu multipliée, comme une tapisserie, là, ça devenait vraiment pas très joli à voir. En termes d'animation, déjà c'était fixe, ça a bougé je crois un tout petit peu, c'était en mode tapis roulant, ça a avancé un petit peu au début, et après ça s'est carrément figé, les animateurs ont dit que ça suffisait de le laisser tel quel, et au final on s'est retrouvé avec un monde, enfin une terre déjà, recouverte de têtes de Zamasu. On a eu encore une fois le même passage avec C8, et la tortue, etc., tout le monde qui constate, et les terrains bien sûr, tout le monde du coup qui constate la situation. D'ailleurs, ces phases avec C8 et la tortue et tout ça, on dirait que c'est, vous savez, quand vous appliquez des filtres Instagram à une photo, c'est la même position, la même forme, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, C8, il est toujours au même endroit, devant sa grotte. Je me demande même s'il a bougé un doigt. Et derrière, on applique un nouveau fond. Là, ici, le fond, c'est le thème Zamasu. Et en tout cas, face à cela, c'est vrai que l'état d'esprit est joli de la part de Goku, Vegeta, etc. qui tente de se transformer en Super Saiyajin Blue face à ce mur, à ce ciel de Zamasu qui devient de plus en plus menaçant, et c'est vrai que c'est étrange. Et on comprend alors que tout simplement
ils n'ont plus assez de réserve de ki en réserve pour utiliser la forme divine, leur forme divine, le Super Saiyajin Blue, aussi bien Goku que Vegeta. Tout simplement car leur forme végétaux les a épuisés et en particulier le Final Kamehameha. C'est vrai que ça doit être très consommateur de ki cette attaque. Trunks se dit alors qu'il va tenter quelque chose et se transforme en Super Saiyajin, il faut le noter. Il n'y a pas d'éclair et ses cheveux ne sont pas vraiment en pique donc on ne peut pas parler de Super Saiyajin 2. Et il n'a pas de ki bleu autour de lui qui l'entoure, donc lui non plus ne doit pas avoir assez de force pour se transformer en Super Saiyajin Blue, mais du moins il a quand même une transformation sous le pied. Et là, on a eu droit à une des rares scènes qui était cool dans l'épisode, avec cette triple attaque, Goku, Vegeta et Trunks, qui n'était pas sans rappeler par exemple le final contre Aichak dans l'OAV, là où on avait, bon ça dépend de quelle version vous avez vu, mais pour faire bref, on va dire que vous avez Goku, Vegeta, Gohanado, Mirai Trunks et Piccolo qui formaient une attaque. Bon, selon la version, vous aurez Piccolo ou pas qui attaque avec eux. Mais en tout cas, qui formaient une attaque synchronisée et qui s'assemblaient pour venir à bout de Aichak. Et c'était franchement cool à voir. Mais c'était aussi cool qu'inefficace. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est logique. Quelqu'un qui arrive à posséder le ciel, à fusionner avec, etc., ne peut pas se faire avoir par un simple, énorme Kamehameha, on va dire, par une énorme vague de ki. Et à la suite de cela, les mauvais choix d'animation ont continué, les mauvais choix en termes de dessin, de caractère design, je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, mais en tout cas avec le fameux Zamasu qui recouvre la Terre tout entière. C'était vraiment pas plaisant à voir, honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, venez le dire en commentaire. Je ne vous impose pas ma vérité, je ne vous impose pas mes opinions, mes sentiments, mon ressenti. Je vous le partage, c'est tout. Vous avez le droit de trouver que cet épisode était le meilleur de la série. Et je resterai en désaccord avec cela, mais cela ne vous empêche pas de le penser. Loin de là, je n'impose rien du tout. C'est juste qu'en tant que fan de Dragon Ball, j'estime qu'il est difficile d'aimer ce à quoi on en a droit, et cela encore n'est que le début de l'épisode. Et on nous donne une explication un peu mystérieuse, d'ailleurs s'il y en a qui s'y comprennent en japonais, etc., n'hésitez pas à nous le dire. J'ai fait en sorte d'en avoir la meilleure traduction, mais en tout cas, Gowasu nous expliquerait qu'apparemment Zamasu cherche et est en train de fusionner avec la justice, avec l'ordre de l'univers. Et d'ailleurs, on voit que ça commence par la Terre, puis qu'ensuite, toutes ces têtes en forme toute rouge sont en train d'envahir l'univers tout entier. Et on pourrait imaginer qu'elles s'étendent dans le multivers par la suite. Alors, je vais pas m'arrêter longtemps sur ça, mais c'est vrai que ça, y a aucune explication. Comment cela est-il possible ? Pourquoi Zamasu n'a pas commencé par cette forme-là, qui a l'air bien plus puissante et dangereuse et rapide d'utilisation que rester sous forme Zamasu, forme physique. Mais d'ailleurs, ça me rappelle que comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de choses dans le discours de Zamasu qui sont pas cohérentes, dans le sens où il veut l'ordre et la justice. Et comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, quand Zamasu a eu la chance de rencontrer Super Shenron, pourquoi ne lui a-t-il tout simplement pas demandé qu'il instaure la justice dans l'univers ? Au pire, s'il ne pense pas à ça, pourquoi ne lui a-t-il tout simplement pas demandé d'éradiquer tous les mortels du multivers à Super Shenron ? Je suis sûr qu'il en est capable. Il y avait de nombreux vœux que Zamasu pouvait formuler, mis à part l'immortalité, l'échange de corps, etc., qui étaient beaucoup plus intéressants pour lui à demander plutôt que ceux qu'il a obtenus. Alors c'est sûr, vous allez me dire, mais s'il avait fait ça de cette manière-là, il n'y aurait plus de scénario et Dragon Ball Super serait fini. Mais justement, c'était au scénariste de penser à ces éventualités-là au préalable et en se disant qu'il fallait certainement formuler les vœux de Zamasu d'une manière ou d'une autre, ou instaurer des limitations à Super Shenron. On nous l'a vendu, ce dragon-là, comme ayant des pouvoirs illimités, mais tout simplement, imaginons un Zamasu figurant devant Super Shenron, et lui demandant d'instaurer par exemple la justice. Et imaginez Super Shenron qui lui dit la justice est déjà là, pourquoi tu me la demandes ? Dans le sens des propos de Gowasu qui lui disait mais la justice est sous tes yeux. Nous sommes là pour observer, contrôler et agir quand ça dérape, mais de manière générale la justice est là, l'équilibre est là, le bien et le mal s'équilibrent, et il y a des cycles qui sont tout à fait normaux. Et imaginez Super Shenron répondre cela à Zamasu. Ça aurait été très intéressant je trouve comme développement à avoir. Et ça aurait prouvé que les scénaristes auraient encore plus pensé à tout que ce que l'on a eu droit dans cet arc-là. Mais encore ça, ce n'est pas un énorme problème. C'est juste une remarque que je voulais vous partager et c'est normal. Sur ma chaîne YouTube, j'adore partager avec vous ce qui me passe par la tête et ce que je trouve intéressant à vous dire. Et une autre chose que je voulais vous faire remarquer, et ça je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué, c'est que Zamasu dans le ciel, les multiples têtes dans le ciel, ou lui-même en forme de terre, etc., tout ce que vous voulez, c'est la tête à Zamasu de base. C'est pas la tête à Zamasu fusionnée, la dernière forme en date de Zamasu, celle qu'il avait quand Trunks l'a découpé. Alors, ça peut être un choix d'animation qui a été fait sur un coup de tête, et de se dire c'est l'âme à Zamasu, alors on va lui donner cette tête-là. Mais en même temps, la fusion de Zamasu avec Black devrait avoir donné un nouvel être. D'accord, c'est deux âmes de Zamasu, mais tout de même, on est quand même sur un nouvel être. D'ailleurs, son corps n'était pas celui de Zamasu. Il avait les cheveux à Goku, le mélange des tenues, etc. Alors pourquoi ne pas avoir la tête de Zamasu fusionné qui prend possession de tout ? Déjà, c'était peut-être plus symbolique de l'avoir comme ça, mais je pense qu'il y a aussi une explication qui prend plus ou moins de cohérence derrière cela.
Je vous l'explique rapidement, c'est tout simplement que l'on nous a dit dans l'épisode précédent que la partie mortelle, à savoir Goku Black, qui est présente dans cette fusion Zamasu avec Goku Black justement, venait interagir avec sa partie immortelle et en quelque sorte affaiblissait son immortalité. Donc si l'on résume les propos de Gowasu, ce que l'on a vu, on avait plutôt un Zamasu fusionné qui avait des super capacités de régénération, car on nous a dit qu'à partir d'un certain seuil de puissance, il ne pouvait plus se régénérer et n'était plus immortel. À partir de ce constat-là, on peut se dire que du moment où Trunks, Mirai Trunks, a découpé Zamasu fusionné avec sa Genki Sword, comme on l'appelait en début de vidéo, eh bien on peut se dire que les deux parties qui sont en Zamasu fusionné en ont souffert, sauf qu'il y en a une qui a survécu grâce à son immortalité, et que la partie Goku Black est mort, a été détruite, car elle n'était pas mortelle. Et je vous ai dit également que cela avait plus ou moins de cohérence, car rappelez-vous qu'il nous a été montré plusieurs fois que Zamasu avait un corps immortel, mais il n'a jamais été mentionné que son âme était immortelle elle aussi. Zamasu lui-même a insisté sur le fait que c'était son corps qui était immortel. Donc ce qui est en train de se passer est visiblement incohérent. Car Trunks a fait le plus gros au final, il a réussi à détruire le corps de Zamasu fusionné. On le voit bien, il n'y a plus de corps, il prend possession des cieux, etc. Donc son âme ne devrait pas être présente ici, car une fois qu'on a passé le cap de détruire le corps de Zamasu fusionné, entre guillemets immortel, eh bien derrière l'âme ne devrait plus avoir de fonction, ne devrait plus vivre, ne devrait plus exister. Et pourtant c'est le cas. Et cela sans nous apporter d'explications supplémentaires. Mais ne croyez pas que c'est uniquement cela qui m'a fait détester cet épisode. Au contraire, c'est ce qui va arriver par la suite. Alors poursuivons ensemble justement, avec les rayons rouges qui sortent de la bouche de Zamasu dans les cieux, qui sont honnêtement pour moi dégueulasses à voir. Pardonnez-moi le mot, pardonnez-moi les termes, peut-être que vous avez aimé, je respecte cela. Mais sachez que cela, moi, m'a déplu énormément. La tête de gros méchant façon vieux robot des années 90-80, qui a les yeux tout rouges pour montrer qu'il va attaquer, qui lui sort un laser de la bouche. Vraiment, c'était limite. Je vous passe le passage où Zamasu est apparu dans le présent. Cela faisait référence au moment où Goku Black s'était lui-même rendu dans le présent. Je sais que même là, on pourrait y trouver des défauts en termes de cohérence, mais je vais passer cette scène-là, on pourra en discuter, mais c'est pas ce qui fait l'essence de l'épisode ni de cet arc. Je pense que c'était aussi pour schématiser l'ampleur de la menace. J'ai bien aimé le très court passage avec Whis et Beerus. Les deux se sont rendus compte immédiatement que la menace s'agrandissait et allait toucher le présent. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'ils puissent ressentir ce genre de choses. C'est-à-dire que sans que personne ne les prévienne, ils en sont au courant. Rappelez-vous, quand Freezer a attaqué, etc., Whis et Beerus n'étaient au courant de rien. Ils étaient dans le même endroit, c'est pas une question de distance, ils étaient dans le même lieu. Mais là, c'est vraiment un dieu qui attaque et qui se téléporte par des failles temporelles, etc. et qui prend de l'ampleur sur l'univers, qui fusionne avec, enfin du moins dans le futur. Et là, ça se ressent. Ça donne de mauvais frissons à Whis, qui pour rappel est un ange. J'ai bien aimé cela. Le fait qu'ils aient le visage très sérieux, et en particulier Beerus. C'était pas très utile en termes d'avancement de l'épisode, mais j'ai bien aimé en tout cas. Ça les conforte dans leur place de dieu. Pour vous prouver que je suis de bonne foi et que j'aime analyser les épisodes de Dragon Ball Super aussi bien dans les points positifs que négatifs, une autre chose que j'ai aimé dans cet épisode, c'est les capacités de Trunks à ressentir si les autres terriens, les résistants par exemple, sont toujours vivants ou pas. Et ça, apparemment, il en est capable depuis qu'il a réalisé cette espèce de Genki Dama. Depuis qu'il a réalisé l'espèce de Genki Sword. Il a une sorte de connexion qui s'est établie avec les terriens. Et j'aimerais citer et créditer en même temps un abonné qui m'a fait part de cela en commentaire. J'espère que cela ne dérangera pas que je le mentionne. Je l'avais déjà fait en live et il l'avait pris de manière très cool. En tout cas, merci à toi. Il m'avait laissé cela en commentaire d'une vidéo. Il s'appelle Ploxer. Donc merci à toi si tu écoutes cette vidéo. En me disant, je trouve avec beaucoup d'intelligence qu'il était fort possible qu'un rituel soit possible pour avoir un terrien divin. Comme il y a un rituel pour le Super Saiyajin God, on aurait un peu le terrien God. C'est un peu drôle à dire, mais ça formerait un peu cela. Et j'avais extrapolé en lui répondant, en lui disant que dans ces cas-là, on pourrait même penser à avoir des rituels et des dieux dans chaque peuple. Peut-être que le rituel serait différent, mais voilà, ça serait quand même une accumulation de volonté et d'énergie qui cumulent vers un être de leur peuple. Après, peut-être que pour les Saiyajins, c'est que 5 Saiyajins qu'il faut, qui convergent leur énergie et leur volonté. Peut-être que pour les terriens, c'est des milliers, parce que ce n'est pas la même puissance de base. Pour les Namek, autant c'est 10, enfin peu importe. Mais ça pourrait être très intéressant, et ça enlèverait les Saiyajins de leur piédestal en tout cas. Et étant donné que Mirai Trunks est l'exemple parfait pour imager cela, étant donné qu'il est mi-Saiyajin, mi-terrien, mi-humain, on pourrait dire qu'il avait commencé à agréger l'énergie de tout le monde de cette manière-là. Un peu ce côté human god, on va dire. Ce qui fait qu'il reste connecté avec eux. Je pense que ça rend très bien s'ils incluent cela dans l'histoire. Et d'ailleurs, vous allez me dire, mais quelle utilité pour cette transformation alors qu'en fin d'épisode et en fin d'arc, Trunks s'en va.
il reviendra peut-être, mais en tout cas pour le moment il s'en va. Il fait ses au revoir et on n'est pas prêt de le revoir pour un bon moment. Eh bien moi je vous dirais qu'il y en a un dont on attend énormément le retour et c'est Gohan. Alors contre toute attente, imaginez s'il n'atteignait pas le stade de Super Saiyajin God mais une forme Human God, qui le rend tout aussi puissant voire plus, et qui s'associe justement avec ses pouvoirs de base et son potentiel de base de Saiyajin pour nous en faire un personnage ultra classe. Car au final, Gohan et Trunks sont un peu ceux qui nous montrent des transformations qui sortent de l'ordinaire, grâce à leur popularité d'être mi-Saiyajin, mi-humain, etc. Gohan le Super Saiyajin 2, Trunks le Dai Sandankai, les gros muscles, même si Goku et Vegeta le pouvaient aussi, et même Cell, mais en tout cas c'est Trunks qui l'a montré le plus marquant vis-à-vis de cela. La nouvelle forme de Trunks, que l'on a vu durant tous ces derniers épisodes, là où il est mi-Super Saiyajin 2, mi-Super Saiyajin Blue, une sorte de forme transitoire vers le Super Saiyajin Blue. Gohan qui avait obtenu la forme mystique, potentiel éveillé, et qui puisait dans son aura basique blanche, sans avoir d'aura particulière par-dessus, qui ne se transforme pas en Super Saiyajin et qui était surpuissant comme cela, il nous a habitués à des transformations ou des formes qui sortent de l'ordinaire. Alors pourquoi ne pas avoir un Trunks qui nous a montré cela, et un Gohan qui en arriverait aux aboutissements? Je vais faire le lien avec le Gohan que l'on a vu en fin d'épisode, mais je trouve que ça serait très intéressant. Alors peut-être que c'est moins cool dans les termes de parler de Human God plutôt que Super Saiyajin God, parce que voilà, on adulte tous les Saiyans, etc. Mais je trouve que ça serait très très classe quand même. Surtout avec un bon caractère design, pourquoi pas. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on va reparler un peu de ce sujet en fin d'épisode pour faire le lien avec les images que l'on a eues sur Gohan. Alors le désespoir se ressent chez tout le monde, et en particulier avec l'espèce de crise de nerfs de Mai, de crise de désespoir de Mai qui tire sur Zamasu fusil à pompe. Bon, c'est débile, mais quand vous êtes désespéré, vous faites tout et n'importe quoi. C'était pour montrer sa volonté de vaincre, donc aucun problème, ça passe pour moi. Mais derrière, on a eu une transition vers une scène, vers, je dirais, le deuxième point marquant de la déchéance du scénario de cet arc qui a été instauré dans cet épisode-là. Le moment où Goku a trouvé le bouton de Zeno, lui permettant d'invoquer justement Zeno, le faire venir, à savoir le roi de tout. Et moi je voudrais vous dire d'ores et déjà que cette invocation du roi de tout va amener à la fin de tout. Du moins la fin de l'aspect qualitatif, scénaristiquement parlant, de cet arc-là. Déjà, premier mauvais constat à mon sens, c'est qu'il y ait plusieurs Zeno. Dans chaque timeline, il y a un Zeno. Et ça, je trouve que c'est pas très cool. Déjà, on nous montre que Zeno n'est pas omniscient, ça peut passer. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs, ça le rend moins suprême justement, moins roi de tout. Au final, Zeno n'est que le roi de sa timeline. Alors que moi, je m'attendais à avoir un dieu en tant que Zeno, et à juste titre, je pense, dites-moi en commentaire également ce que vous en pensez, qui soit vraiment le roi de tout, d'absolument tout, de toutes les timelines. Alors vous allez me dire, peut-être que cela va arriver dans la suite des événements, vu que Dragon Ball ne cesse de nous révéler des dieux, alors qu'à chaque fois on croit avoir atteint des sommets. Il y a eu les Kaioshin, enfin voilà. Après derrière on nous amorce les Akaishin qui sont du même niveau mais avec des anges, et derrière il y a Zeno, le grand prêtre. Alors pourquoi pas plus tard avoir un Zeno qui nous révèle également avoir un dieu au-dessus de lui, qui régit les timelines et qui pourrait tout anéantir d'un seul coup. Ça reste une possibilité, et j'aimerais beaucoup qu'elle soit mise en place étant donné que Zeno n'a pas ce rôle-là. Mais en tout cas, déjà, c'était une première déception. En tout cas, ce Mirai Zeno commence à chercher le responsable. Il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais il trouve que cet endroit-là est lugubre, qu'il est vide, il n'y a rien, et ça ne lui inspire pas confiance, il ne trouve vraiment pas ça cool. Goku lui explique alors que c'est Zamasu qui a fait cela, il lui montre, et un truc qui m'a un peu alerté, qui était un peu étrange, c'est que Zamasu dans le ciel continue à rigoler en voyant Zeno. Alors qu'il devait très bien savoir quelles sont ses capacités et ses pouvoirs. Il est certain que Zeno est connu parmi tous les dieux, même parmi les Kaio, car de base Zamasu est le Kaio du Nord, de l'univers 10. Et en plus, s'il est l'apprenti de Gowasu, forcément Gowasu lui en a reparlé. Malgré l'apparition de Zeno, Zamasu continuait d'être souriant et de rigoler, etc. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors peut-être que Zamasu a encore quelque chose dans la poche qui va contrer Zeno carrément. Et là, ce serait un énorme bordel. Et pourquoi pas, ça aurait été cool. Bien justifié, ça aurait été cool. C'est donc là que Zeno a amorcé sa destruction totale. Il a dit, ce monde doit disparaître. Un monde comme ça doit disparaître. On l'a vu tendre les mains et créer son espèce d'attaque lumineuse, purificatrice et destructrice, une sorte, j'ai envie de dire, de Hakai géant. À échelle universelle, voire plus. Vis-à-vis de cela, Goku a une très belle réaction qui était de fuir. Il a compris que Zeno n'allait pas faire dans la dentelle et n'allait épargner personne. Il a donc demandé aux Kaioshin de fuir, et il a prévu la fuite également de ses amis. Et j'ai bien aimé la manière dont elle a été mise en scène avec Goku et Vegeta qui se sont accrochés au pied de la Time Machine. À vrai dire, j'ai trouvé ça cool. Peut-être débile, mais cool. Et là, c'est vrai que l'on a vu Zamasu faire un visage et un étonnement vraiment réel. Mais on dirait que Zamasu n'a réalisé la présence et l'attaque de Zeno qu'au moment où Zeno l'a amplifié et a vraiment détruit et passé à la destruction. Je vous mets l'image à l'écran, vous voyez là, Zamasu s'en rend compte, mais jusqu'à présent, il ne s'était rendu compte de rien.
Pourtant, il fixait forcément vers Goku et sa bande. Il leur a même envoyé des lasers en pleine tête. Donc il savait où ils sont, il les voit, il les visualise. Et il n'avait pas remarqué que Zeno était déjà là. Et ensuite, pour couronner le tout, même si ce n'est pas fini au niveau des défauts de cet épisode malheureusement, c'est également l'animation au niveau de la mort de Zamasu. Là, on peut dire qu'il est vraiment fini, Zamasu. Quand Zeno a tout détruit, il a également détruit le Zamasu universel. Et franchement, je vous affiche l'image à l'écran. Ça, pour une fin de méchant, cette image-là, c'est marquant, mais dans le mauvais sens du terme. C'est pas très joli à voir. Ça le décrédibilise, en plus, il est sous une forme de bille qui a des yeux, une forme de smiley en final. C'est juste un smiley vert qui est en train de mourir. Enfin, vraiment, j'ai trouvé pas ça très joli. Quand vous comparez ça aux morts des précédents méchants dans l'univers Dragon Ball, ou dans d'autres mangas, tout ce que vous voulez, d'autres animés, c'est quand même mieux fait. Rappelez-vous tout simplement de Zamasu qui se fait Hakai par Beerus. Voilà, ça avait quand même un minimum de gueule. Là, malheureusement, ça n'en a pas. Alors, il est venu le temps des retrouvailles, des premières retrouvailles déjà, et du retour de la Team Z dans son présent, en compagnie en plus de Mirai Mai et de Mirai Trunks. Tout cela était plutôt bien fait, plutôt bien ficelé, la rencontre des deux Mai. Le petit Trunks qui est en kiff sur la grande Mai, etc. Voilà, tout ça c'était très intéressant. Ça manquait un peu de développement vis-à-vis de Goten et Mirai Trunks, qui ne se sont apparemment jamais vus. Mais bon, c'est pas très grave. Une petite phrase de Trunks aurait été sympa, du genre « Ah, celui-ci il a vraiment la même tête que toi » en parlant de Goku. Mais bon, passons sur ça. Et on a eu droit à l'arrivée de Whis et Beerus, qui était assez bien coordonné avec l'arrivée de Goku et Vegeta. Mais d'ailleurs, Goku n'a pas voulu perdre son temps et a voulu directement aller chercher Zeno à l'endroit où il a détruit tout. Et en parlant de l'endroit où il a détruit tout, j'aimerais vous poser une question. Je serais très curieux d'avoir vos réponses en commentaire. À savoir, d'après vous, quelle est l'ampleur de la destruction de Zeno ? A-t-il détruit un univers, à savoir l'univers 7 ? A-t-il détruit le multivers, à savoir les 12 univers ? Ou a-t-il vraiment tout détruit, à savoir le multivers, plus son espèce d'univers à lui, là où il réside, sa maison, on va dire, son espèce de méduse sur laquelle il vit, son palais, là où il vit avec le grand prêtre, ses gardes, etc. Est-ce que cela aussi, il l'a détruit dans cette timeline ? Donc au final, est-ce que Zeno aurait détruit la timeline tout entière ? Parce que là, on le voit, Zeno, il est en train de patauger dans une zone très lumineuse, on voit des sortes de fragments on voit des sortes de fragments lumineux qui sont là, un peu peut-être comme des résidus de sa destruction. Et au final, est-ce qu'on a une timeline dans laquelle il n'y a que le vide absolu, imposé par Zeno, qui a tout détruit, y compris ses plus proches, à savoir grand prêtre, garde, etc. Ou au final, vous relativisez la situation et vous vous direz non, il a détruit qu'un univers. En tout cas, quand on voit la blancheur et le vide que cela inspire, on peut se dire que Zeno a détruit toute la timeline. Et je comprendrai parfaitement si cela est votre réponse, et disons que même si je n'ai pas la réponse sous la main, car ce n'est pas donné, les indices sont minces, je tendrai vers l'hypothèse de timeline détruite, enfin pas détruite, mais vidée de toute existence. Alors je vais revenir, bien sûr, ne vous inquiétez pas sur les conséquences de cette destruction absolue ou quasi absolue de la part de Zeno, mais comme d'habitude je fais ça chronologiquement, et on a eu droit à une phase justement d'humour un peu en doublon, triplant, ce que vous voulez, vis-à-vis de Beerus avec Zeno. Ça fait toujours son petit effet, mais c'est vrai que c'est toujours mis en scène de la même manière, donc au final on s'y attend, on voit déjà comment ça va être développé. C'est comme les blagues de Pilaf qu'il y avait pendant un moment, on comprenait comment ça allait tourner, comment ça allait démarrer et finir, et là c'est pareil. Alors Goku tient toujours ses promesses, et ça ne vous a pas échappé du tout, mais il a fait en sorte que Mirai Zeno devienne le meilleur ami de Zeno du présent. Il le lui avait promis, et cela vient de se réaliser. Il lui a apporté un meilleur ami, et les deux se sont très bien entendus tout de suite. Alors j'ai presque envie de vous dire qu'au final, la morale de cet arc, c'est que votre meilleur ami, votre âme sœur, c'est vous-même. Zamasu a fait équipe avec Zamasu, et Zeno finit par faire meilleur ami avec Zeno. Une autre chose que je pourrais mettre en avant, c'est que l'on a maintenant affaire à deux Zeno dans un même univers. Alors, c'est vrai que ça peut le calmer d'être avec son meilleur ami, mais des enfants qui se chamaillent, ça arrive. Et c'est fort possible que ces deux-là entrent en désaccord. Vous allez me dire, c'est les deux mêmes, donc ils ne seront jamais en désaccord. Mais on ne sait jamais, ils sont également imprévisibles. Et un imprévisible face à un imprévisible, ça peut donner justement de l'imprévisible. Donc, les conséquences de cette rencontre, de cette amitié, pourraient être lourdes. Imaginez que les deux rentrent en conflit au lieu de rester les meilleurs amis du monde, et ça pourrait donner quelque chose de très très grave. Mais avant de parler de ça, je trouve aussi que le scénario a été léger vis-à-vis de l'équilibre et tout ça, on nous a beaucoup bassiné avec ça, et à très juste titre. C'était très bien ficelé tout au long de cet arc. Mais par contre, avoir un Zeno qui prend domicile dans le palais d'un autre Zeno dans une autre timeline, ça ne causera aucun effet, sachant qu'en plus c'est dans le passé d'une autre timeline. Ça n'aura aucun effet, ça ne va pas bouleverser l'espace-temps, ça ne va pas causer de problème,
Beerus nous a dit que s'il en venait à se voyager dans le temps, ça causerait des problèmes, mais par contre Zeno qui voyage, ça ne pose aucun problème, aucun trouble de l'équilibre. Je trouve que là, ça manque encore de cohérence de fond. Par contre, un truc intéressant, et heureusement vous allez me dire qu'il y avait ça dans cette scène, c'est vis-à-vis du grand prêtre, sa discussion avec Whis. Déjà, la première chose qu'il y a eu d'intéressant, c'est de voir le grand prêtre s'intéresser autant à l'univers 7. La deuxième chose, c'est que quand Whis lui a proposé de venir plus souvent, enfin d'y venir tout court, le grand prêtre a dit oui, ça arrivera un jour ou l'autre, je viendrai dans l'univers 7. Et ça, je suis sûr que c'est révélateur du fait que le grand prêtre interviendra tôt ou tard dans l'intrigue de Dragon Ball Super. Ce serait super cool déjà parce qu'il nous a été annoncé comme un des plus forts de l'univers, et je vais pas vous spoiler le chapitre 18, il y en a encore plus de révélations concernant sa puissance. Et révélation de cet épisode également, c'est qu'il a été annoncé comme étant le père de Whis. Whis ayant appelé le grand prêtre, le Daishinkan, en utilisant le terme Otosama. Il l'a appelé père en marquant énormément le respect. Alors cela nous semble logique au final. Je vous avais déjà annoncé dans différentes vidéos que je le voyais comme étant le créateur de Whis et Vados et de tous les autres anges. Et justement, en parlant de cela, d'accord, Whis a utilisé les mots père, il n'y a aucun doute sur ça. Mais est-ce que le mot père fait-il référence à un lien de paternité, un lien de sang? Dans ces cas-là, qui serait la mère? C'est pour cela que moi, j'aimerais rester dans l'optique comme quoi le grand prêtre serait le père mais créateur de Whis et de tous les anges. Et ça arrive dans de diverses œuvres que la création appelle son créateur père et ne l'appelle pas maître ou créateur ou quelque chose comme ça. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire sourire, mais si vous prenez Pinocchio, le célèbre dessin animé de Walt Disney, Pinocchio appelle Geppetto père alors qu'il n'est pas son père, il est son créateur. Et ça arrive dans de très nombreuses œuvres, mais j'ai voulu vous donner un exemple un peu particulier pour imaginer la situation. Donc avec un peu d'humour, c'est vrai que le grand prêtre serait le Geppetto et le Whis serait le Pinocchio. Mais je pense qu'on se dirige vers une relation de ce type-là. Sauf que là, au lieu d'avoir une fée qui insuffle la vie à l'intérieur de Whis et des autres anges, ben, ce serait le grand prêtre qui, grâce à ses pouvoirs, est capable de le faire. Et là, on en revient sur la Terre avec le pire moment pour moi de l'épisode. Car là, on s'est attaqué au gros des conséquences en termes de scénario. Et on en revient justement aux conséquences de la destruction de la part de Zeno. Déjà, premier constat, c'est que dans le futur de Trunks, dans cette timeline que l'on a suivie, là où on a suivi tout le combat contre Black, etc., tout le monde est mort. La Terre n'existe plus, les survivants sont morts. Toutes ces personnes qui avaient une volonté de faire, une volonté énorme et qui étaient innocentes, qui ont donné leur énergie pour le Genki Dama, l'espèce de Genki Sword de Trunks, sont décédés et le sont définitivement. Donc déjà, résultat des courses, ok, on a réussi à se débarrasser de Zamasu, mais derrière, tout ce pourquoi Trunks s'est battu, et s'est battu déjà depuis l'arc des cyborgs, etc., est foutu. Et oui, ça arrive tout fier en prétendant avoir la solution. Alors moi je me suis dit c'est cool, oui, ça va nous proposer quelque chose. Et au final, je reste poli, mais je suis bien retombé en termes de sensations. Pour moi, on a eu droit à la pire conclusion d'arc qu'il était possible d'avoir. Et vous allez me dire, oui, mais c'est que l'épisode 68 qui est nul, etc. Tu vas peut-être un peu trop loin. D'accord, le reste des épisodes, tout le combat, etc., toute cette intrigue-là avec Black, depuis l'arrivée de Black, etc., tout se passe très bien. Et cela ne remet pas en cause la qualité intrinsèque de ces épisodes-là. Ils seront toujours aussi agréables à voir. Mais le fait que ça se passe comme ça, que Zeno ait tout détruit, un Mirai Zeno en plus, ait tout détruit, ça remet en cause, ça a un effet rétroactif sur tout ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'au moment où vous allez regarder tel ou tel épisode, vous allez vous dire « Ouais, là, Trunks par exemple, il vient de découper Zamasu, mais au final, ça sert à quoi ?» Voilà, c'est un peu sur ça qu'on va retomber. Car justement, la solution de Whis, ça sera de mener Trunks, Mirai Trunks et Mai dans une autre timeline avant que tout cela se passe avec Zamasu et bien sûr Zeno, etc. Ce qui voudrait dire recombattre Zamasu, enfin du moins le sceller, etc. Alors, Beerus réagit sur ça en disant qu'il ne faut pas le faire car ça créerait encore une timeline. Et Whis, tout content, il répond en disant à Beerus, oui mais vous aussi vous avez créé une timeline. Quand vous avez Akka et Zamasu, le Zamasu du présent, à ce moment-là vous avez créé une timeline. Alors là, moi je me pose, on va dire à 90% en désaccord avec ce que vient de dire Whis. Il n'y aurait qu'une solution pour ce qu'il vient de dire soit juste. Je m'explique. Tout simplement, une timeline est censée se créer au moment où quelqu'un revient dans le passé pour changer les événements. Mais après, ce ne sont pas tous les événements que vous allez changer, mais après, ce n'est pas l'addition de tous les éléments que vous allez changer durant votre voyage temporel qui vont créer des timelines successivement. Ce que je veux dire, c'est que si l'on prend l'arc Cell, l'arc Cyborg, quand Trunks est revenu, c'est son voyage qui a créé une timeline. Ce n'est pas le fait d'avoir tué Mecha Freezer. Alors dans ces cas-là, chaque élément qui ne s'est pas passé comme dans la timeline originale devrait à son tour créer une timeline. Si l'on prend Vegeta qui tue C19, cela ne s'est pas passé dans la timeline originelle, alors cela crée une autre timeline.
Non, c'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça jusqu'à présent. C'était chaque retour en arrière qui créait une timeline. C'est comme ça que ça a été expliqué et on le voit bien avec la boîte de bagues qu'il y a chez de Tamiring, qu'il y a chez Gowasu. Donc là, une timeline supplémentaire a bien été créée quand Mirai Trunks est revenu pour annoncer la venue d'un Goku Black. À ce moment-là, une nouvelle timeline s'est créée. La destruction de Beerus n'aurait dû rien changer. Alors, pour vous parler des 10%, je vous ai dit que j'étais à 90% pas d'accord avec Whis. Pour vous parler des 10% qui font que je suis d'accord avec Whis, c'est qu'il y a une chose qui pourrait rendre la situation cohérente, c'est la fameuse phrase de Beerus qui dit « Quand un dieu tue un dieu, cela affecte tout l'espace-temps ». Dans ces cas-là, on pourrait expliquer la situation en disant que tous les éléments que vous allez changer en revenant dans le passé ne créent pas de timeline, mais que par contre, si un dieu détruit un autre dieu, eh bien là, ça va créer une timeline. Ça serait la seule explication pour avoir une timeline qui n'est pas liée directement à un voyage dans le passé. Sinon, là, ça devient n'importe quoi. On devrait avoir des dizaines, des centaines de timelines. Parce que du moment où Trunks revient dans le passé, après derrière, tous les éléments qui vont en découler seront différents de la timeline originale et devraient alors créer des timelines supplémentaires. Non, c'est faux. Donc je vous ai dit, il y a cette fameuse explication du dieu qui tue un dieu. À part ça, ça relève de l'incohérence tout simplement. Mais en plus que cela relève de l'incohérence, cela n'est pas cool du tout. Cela n'est pas sympathique en termes de conclusion à l'arc. Whis leur propose alors de les renvoyer dans cette nouvelle timeline dans laquelle il y aura des doubles d'eux-mêmes. Il y aurait une autre Mirai Mai et un autre Mirai Trunks. Mirai Trunks bis et Mirai Mai. Et cela convient à Mai. Le fait que toutes les personnes de sa propre timeline soient mortes, ça lui convient. Au final, tout ce pourquoi elle s'est battue, ça lui va. Le fait d'aller côtoyer les doubles de la résistance qu'elle a connue, cela lui va. Ce sont les mêmes personnes, d'accord, mais ce n'est pas la même timeline, ce n'est pas sa timeline. Et d'ailleurs, il y a déjà une Mai là-bas qui côtoie ces résistants. Donc au final, la Mirai Mai que l'on connaît n'a pas sa place là-bas. Et elle accepte cette solution. Et Trunks, en voyant Mai contente, au final, il se met à accepter également la situation. Normalement, tout le monde devrait être dépité de la situation. Et au final, on se voit tout le monde en train de se faire un bon buffet, de manger et d'être surtout très souriant dans l'ensemble. Sans compter le fait que là, on est en train de résoudre des problèmes temporels, des créations de timeline, en créant encore une autre timeline. La solution dans ce cas-là aurait dû presque être Whis qui dit « On arrête avec les timelines et vous restez là et vous êtes coincés ici. Vous n'avez qu'à vivre avec vos regrets, mais on va arrêter de changer le temps. Parce que là, c'est trop. » Non, au final, on crée des timelines, enfin on crée du moins une timeline pour résoudre tous les soucis temporels qui ont été faits. C'est pas cohérent. Là, je ne pense pas que vous pouvez être en désaccord avec moi. C'est Whis lui-même qui nous a fait tout le schéma sur le fait que jouer avec le temps pouvait mener à la destruction totale, ce qui vient de se produire avec Zeno. Alors pourquoi lui-même proposerait de créer une autre timeline? Alors je sais, vous avez été nombreux dans le live à m'en parler, à me dire qu'il y a une sorte de double lecture à avoir de cet épisode-là. Dans le sens où on a vaincu Zamasu, on est heureux, on a quand même apaisé les choses, mais que derrière, jouer avec le temps, on s'en mordra toujours les doigts. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de fin triste assumée. Pourquoi ne pas avoir assumé scénaristiquement le fait que jouer avec le temps, au final, vous vous en sortirez jamais. Vous pouvez vous appeler Trunks, vous pouvez vous appeler Goku, avoir du ki divin, avoir le support de toute une planète. Au final, il n'y aura que des conséquences désastreuses à tous vos agissements temporels. Pourquoi n'a-t-on eu cela en tant que morale finale, mais de manière assumée, visible par des actes? Et ça, je vais y revenir dans la suite de la vidéo, vous allez me comprendre. Avant de parler de cela, j'aimerais justement vous dire, et en quelques mots, que j'ai bien aimé le traitement de Gowasu déjà dans cet épisode et dans les 2 épisodes précédents, on va dire. Il a fait preuve de bon jugement, il a apporté de bonnes informations aux spectateurs, il a été cohérent dans ses propos, il a fait preuve de très bonnes analyses et la conclusion sur lui a été sympathique là où il prend conscience de son péché en quelque sorte. Je dirais même qu'il s'impose trop de méfaits sur lui. Au final, il a choisi un apprenti, il ne pouvait pas en être garant à 100%. Mais en tout cas, j'ai trouvé cool l'aboutissement de la série au niveau de Gowasu, alors que le personnage de Gowasu avait très très mal commencé, hein. C'était vraiment le bouffon du roi. Et là, vraiment une très belle conclusion au niveau de Gowasu, qui avait déjà été amorcée dans les précédents épisodes. Les adieux en eux-mêmes avec Trunks n'étaient pas mauvais du tout. Une question que je me pose une nouvelle fois, comment ils font pour paramétrer la time machine sur telle ou telle timeline? Parce que visiblement quand Trunks était revenu dans le passé, il faisait pas exprès, il atterrissait ici et non pas dans le passé de sa propre timeline, il en crée une. Alors comment peut-il voyager dans un futur alternatif? Quel est le réglage sur la machine qui permet cela? Y a-t-il un calcul spécial ou quoi que ce soit? Ça on ne l'a jamais dit. Apparemment, c'est ce qui nous est prouvé là, ils vont prendre la time machine et arriver dans une timeline future dans laquelle il y a Mirai Trunks bis et Mirai Mai bis. Et ça, ils en ont la certitude d'arriver là-bas. Alors que normalement, si on en suit la série Dragon Ball, il devrait retourner dans le timeline qui est vide maintenant. Encore un manque d'informations qui
qui reflète parfois le creux scénaristique de la série Dragon Ball Super. Alors bien sûr, dans les adieux, je pense que vous êtes nombreux à avoir apprécié le petit échange. Le coup de poing que Vegeta a envoyé sur Trunks, c'était voilà pour montrer que Trunks avait le niveau maintenant, il était au même niveau que tout le monde, et que si une menace arrivait, il serait sûrement capable de la défendre. Après, j'ai envie de dire oui et non, là il est au niveau vis-à-vis de tout le monde, c'est clair, il a un niveau superbe, mais dans Dragon Ball et dans les mangas, quand il arrive une menace, un ennemi, un méchant, il est toujours plus fort que le précédent, sinon ça sert à quoi? Donc forcément, s'il arrive un autre méchant, il sera plus fort que le précédent, à savoir Zamasu, et Trunks aura des difficultés. Mais c'est vrai que la morale est belle, dans le sens où il a réussi à évoluer, à comprendre comment défendre son peuple, et ça c'est très intéressant vis-à-vis de Trunks qui était très démoralisé au départ, et qui comprend maintenant qu'il est capable d'augmenter sa propre force et d'en arriver à ses propres fins par lui-même. Et ça c'était joli à voir. Mais dans les adieux, ce que vous avez dû tous aimer, je pense, et moi également, c'est la phase avec Gohan. Déjà parce qu'au niveau des traits de dessin, il n'était pas sans nous rappeler la forme mystique de Gohan, la forme potentielle éveillée par le Raw Kaioshin, le vieux Kaioshin de l'univers 7. Et en plus, on a vu un Gohan arriver essoufflé. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire soit qu'il s'est boosté, il s'est pressé pour en arriver là, pour lui dire adieu, soit qu'il était en plein entraînement et qu'il a gardé encore les fruits en termes d'essoufflement, etc., de transpiration. Bon, moi je pense qu'il s'est surtout pressé pour arriver là. Mais c'est vrai que le sérieux sur le visage de Gohan nous reflète quelque chose, surtout qu'il arrive avec Piccolo. Et plusieurs épisodes en arrière, on nous avait montré un Gohan qui s'entraînait avec Piccolo pour essayer de retrouver un niveau potable. Quand Gohan a appris le fait que Trunks était en danger dans sa timeline future, on voit bien qu'il a pris conscience de quelque chose, Gohan. Il a dû certainement se remettre en question lui-même. Et certainement se dire que d'accord, il atteint ses rêves, il est scientifique, etc. Mais qu'il y en a d'autres, dans d'autres timelines, exemple Trunks par exemple, qui galèrent et que Gohan aurait pu connaître ce futur-là, il aurait pu même mourir face au cyborg. Et je pense que, d'accord, c'est bien beau d'avoir un Gohan qui réalise ses rêves de scientifique, mais que c'est bien de lui faire prendre conscience de quelques trucs et qu'il est également, de fait, responsable de la sécurité de sa planète et de ses proches. Même s'il ne le veut pas, il faut qu'il fasse quelques efforts pour être au niveau, pour être capable de défendre un minimum. Même s'il ne vient pas à bout d'un ennemi, il faut au moins qu'il soit capable de tenir en attendant que Goku et Vegeta agissent. Et s'il vient à bout d'un ennemi, ce sera encore plus formidable. Et il a dû se rendre compte encore plus de cela quand Goku et Vegeta étaient dans le futur, dans le sens où si une menace arrivait, il aurait été le seul à se battre contre elle. Bon, il y aurait eu Krillin, Piccolo, machin, mais ça aurait rien changé. On aurait compté sur le Saiyajin. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure en milieu de vidéo, je pense, qu'une forme divine humaine, qui est au même titre que Trunks, moitié Saiyajin, moitié humain, serait super cool à voir. Parce que là déjà on voit qu'il est en train de remobiliser ses pouvoirs, enfin du moins on l'espère tous. Et visuellement on est tout de même assez loin du Gohan qui avait un survêtement vert, qui ne savait pas se battre, etc. C'est vrai que ça aurait été cool de voir un Gohan avec ses habits, ses vêtements abîmés, etc. Là on se serait dit vraiment il était en mode entraînement avec Piccolo. Dommage, on n'a pas eu ça. Ça aurait fait monter la hype énormément. Mais en tout cas, je pense que Piccolo peut permettre à Gohan de retrouver un minimum de force. Peut-être pas de réveiller son potentiel, et encore qui sait, peut-être qu'il faut juste un minimum de volonté à Gohan, encore une fois, comme pour Trunks, c'est la volonté qui a tout fait, pour retrouver un bon niveau. D'accord, il sera loin des divinités, etc. Mais imaginons que Gohan retrouve son potentiel éveillé mystique et que derrière, il atteint une forme divine. Il sera à très bon niveau. Au final, avant de passer au Super Saiyajin God, Goku n'avait que le Super Saiyajin 3, et je veux pas rentrer dans le débat, mais la forme mystique de Gohan est au moins aussi puissante que le Super Saiyajin 3 de Goku, et moi, pour mon cas, je suis persuadé que la forme mystique de Gohan est supérieure au Super Saiyajin 3 de Goku. Donc imaginez un Gohan qui obtient une forme divine, aussi bien qu'elle soit Saiyajin ou humaine, le fameux Human God ou Super Saiyajin God, comme vous voulez. Surtout que je ne vais pas vous spoiler également, il y aura une vidéo spéciale, mais quand l'on voit ce vers quoi on se dirige dans le futur arc annoncé, on pourrait avoir très bien un Gohan qui prend un peu la place numéro 1 dans l'histoire, du moins le temps de quelques épisodes. Je vous en parlerai dans la vidéo dédiée à cela, mais ça serait super cool et ça serait bien amené. Alors je ne pense même pas avoir pointé du doigt toutes les incohérences de l'épisode, etc. Mais j'ai fait en tout cas ressortir les principales, celles qui me tenaient à cœur, et j'espère que vous aurez bien dénoté dans mon analyse que j'ai fait ressortir du bon de cet épisode-là, mais que tout ce qui s'attachait au scénario n'était pas bon. Et vous allez aussi me dire que la critique est facile, mais que l'art est difficile. Alors donc, j'aimerais bien prendre le pas sur cela, et je comprends par avance les remarques que vous pourriez me faire dans la zone commentaire en me disant, ou vous pourriez me dire à très juste titre, oui mais Saikyo, tu nous dis que tu n'aimes pas la fin de cet épisode-là, tu n'aimes pas tout ce développement avec Zeno, tu nous dis qu'au final, Trunks a raté un peu tout, tu t'en moques même dans ta miniature, etc. Mais alors toi, la fin, comment tu l'aurais vu? C'est bien facile de parler, mais explique-nous ce que toi tu aurais vu s'amorcer pour la fin, ce que tu aurais créé à la limite si tu étais à leur place. C'est facile de parler, mais mets-toi à leur place.
Bien justement, je vais vous dire ce que j'aurais vu très brièvement et quel type de fin pour cet arc j'aurais mis en place. Et je vais le faire en gardant l'état d'esprit qu'avaient les scénaristes durant cet arc-là et cette fin d'arc. C'est-à-dire que je ne vais pas vous inventer une fin totalement différente. Je veux garder l'état d'esprit qu'ils avaient, que je trouve qu'il est louable, mais que ça a été mal amené et mal fait. Alors, pour reprendre très rapidement les éléments principaux et clés de cette histoire-là, de l'intrigue de cet arc, on nous a dit depuis le début, surtout Whis avec l'effet papillon, etc., comme quoi il ne fallait pas jouer avec le temps. Une toute petite modification du temps dans le passé peut amener à un futur totalement détruit. Et là, en ayant Trunks qui a modifié de grandes choses, à l'échelle terrienne, eh bien au final ça en arrive à visiblement la destruction du multivers tout entier. Ce qui correspond au propos de Whis. Alors on aurait pu supposer avoir une vraie fin qui nous fait comprendre les conséquences de ce qu'a fait Trunks, les conséquences de ses agissements. Vous avez bien vu qu'à la fin de cet épisode-là, on a un Trunks qui commence à prendre conscience de la tristesse de la situation. On le voit pleurer en voyant Gohan. Car justement, il repense à Mirai Gohan, et quand il dit Gohan-san 3 petits points, et qu'il rajoute je n'ai pas pu 3 petits points, il lui dit Gohan-san, en s'adressant à son vrai maître, Mirai Gohan, je n'ai pas pu protéger la Terre, je n'ai pas pu protéger ce pourquoi tu es mort. Mirai Trunks se rend compte de son échec. Là, il va voyager vers une autre timeline et la sienne, elle est foutue. Complètement. Au final, c'est juste lui le rescapé avec Mirai Mai. Et derrière, tout est foutu. C'est raté. Le sauvetage de sa timeline, de sa planète Terre, est raté. Les pauvres survivants qui se sont battus, les petits-enfants, Haru et Maki, tout ça, ils sont foutus. Complètement. Ils ont des doubles qui vont persévérer dans d'autres timelines, mais eux-mêmes, de cette timeline-là, ils n'existent plus. Et au final, tout ça, je vous dirais que ce n'est pas une mauvaise conclusion. Alors, ça fait beaucoup de peine vis-à-vis de tout ce qui a été construit au préalable dans les épisodes. Et justement, c'est sur ce caractère imprévisible de la situation qu'il fallait jouer. Et je pense que là, on aurait pu avoir deux choses pour conclure cet arc. Déjà, pour parler de Zeno, on aurait pu au moins avoir un Zeno unique qui arrive et qui détruit tout. Tout simplement par la colère et par le fait qu'ils comprennent que des timelines ont été affectées et que justement, il va la détruire. En disant par exemple, Goku, tu es mon ami, mais je ne peux pas laisser ce monde exister. Et là, tout le monde prend la fuite. C'est un petit détail, mais ça aurait changé énormément les choses. Et donc, on en serait encore avec un monde totalement détruit. Et vis-à-vis de cette destruction, on aurait pu imaginer la mort de Mirai Trunks. Imaginez ce Mirai Trunks mourir en tant que héros, en quelque sorte, qui vient à peine de détruire le Mirai Zamasu fusionné, qui vient tout juste de se comporter en héros avec toute sa civilisation, qui ont formé une sorte de vague d'énergie façon Genkidama, qui viennent de former une sorte de Genkidama du désespoir, qui ont complètement détruit Zamasu fusionné immortel, entre guillemets, et donc, imaginez malgré tout que Trunks meurt. Pourquoi au final a-t-il le droit de vivre ? Pourquoi cela doit donner naissance à la création d'une nouvelle timeline pour qu'il puisse s'en sortir avec tout le mal qu'il a causé? Tout simplement parce qu'il fait vendre des produits dérivés, tout simplement parce qu'ils veulent certainement le réinclure dans l'histoire prochainement. Ils lui feront faire un petit retour, quelque chose comme ça. Voire même pour une vraie intrigue encore une fois. Dans le sens où par exemple Goku et Savam pourraient se dire tiens on va chercher Trunks, cette fois-ci c'est nous qui allons le chercher parce qu'on a besoin de sa force, parce que eux n'arrivent pas à venir à bout d'un ennemi. Tout simplement pour conserver le personnage, mais vous savez, il y aurait eu une hype énorme, une vente de produits dérivés tout aussi énorme si Mirai Trunks était mort à ce moment-là. On aurait eu presque le héros ultime, celui qui se sacrifie, qui meurt. Celui qui meurt également en ayant essayé d'avoir sauvé son propre monde. Alors pas en se sacrifiant comme Mirai Gohan l'a fait, mais du moins, après avoir fait tout ce qu'il a pu, eh bien il en paye le prix. Pourquoi c'est à Mirai et à Jirobe de payer le prix de tout ça par exemple? Pourquoi c'est à C8, à la Tortue ou je ne sais qui? C'est à Trunks de payer les fruits de cela. Et au final, c'est lui qui s'en sort. Alors déjà, on a une injustice et en plus une incohérence parce que derrière, pour qu'il puisse en sortir, on crée une nouvelle timeline. Pourquoi ne pas avoir alors au moins replacé ce Trunks dans la Terre de l'univers 6 par exemple? Vous voyez, si vous voulez quelque chose de triste, avec une vraie morale triste et nous faire comprendre que là, il arrive un moment où on peut rien faire, on a beau être le héros du manga, on ne pourra rien faire, eh bien il faut alors assumer vos ambitions scénaristiques. D'ailleurs, cette sorte de fin d'arc en demi-teinte, c'était ce qui avait déjà été instauré, parce que là on a un doublon vis-à-vis de l'arc Fukatsu no F, la résurrection de Freezer. À la fin, tout aurait été détruit, tout le monde serait mort, enfin du moins sur Terre, pas dans l'univers mais sur Terre. Goku, Vegeta, tout le monde serait mort par la main de Freezer et l'explosion de la Terre, si Whis n'était pas intervenu. Il a manipulé le temps de 3 minutes et est revenu en arrière, et Goku a pu récupérer la situation. Et on avait fini sur un arc dans lequel tout était heureux, d'une part, parce que l'ennemi est mort et tout ça, mais de l'autre côté, avec un vent de tristesse de fond, parce qu'on sait très bien ce qui aurait pu se passer si Whis n'était pas là, et on comprenait qu'il restait énormément de chemin à faire à Goku et Vegeta en termes de développement personnel, parce qu'en termes de puissance, ils n'étaient pas mauvais face à Freezer, mais en termes de développement personnel, de travail conjoint, de ne pas s'ignorer au combat,
de développer chacun leurs défauts pour en faire des qualités presque, je dirais. Et voilà, c'était un peu la morale de cet arc-là, en disant Goku et Vegeta sont pas mauvais, mais regardez à quoi peuvent mener vos erreurs et vos légèretés. Et je trouvais que là, c'était plutôt bien fait. On avait du bon et du mauvais, et c'était assumé. Alors là, vous allez me dire, si Trunks mourait, on n'aurait pas eu ce côté-là, bon et mauvais mélangé. Alors ok, alors si l'on veut jouer la carte du bon et du mauvais mélangé pour rester dans l'optique des scénaristes, pourquoi ne pas avoir un sauvetage alors de tous les humains, les résistants restants sur la Terre de Mirai Trunks, y compris Mirai Trunks, pourquoi pas, avec Mirai Mai, et de les téléporter par exemple sur la Terre de l'univers 6, celle qui vient d'être recréée dans le vœu du tournoi de l'arc tournoi de Champa. Au moins là-bas, il n'aurait aucun doublon, que ça soit Kid Trunks, que ça soit un Mirai Trunks bis, il n'y a aucun doublon des personnages connus dans la Terre de l'U6. Ça aurait été une très belle option de les téléporter là-bas. Ils auraient perdu leur Terre, ils auraient perdu leur univers, etc. Ils auraient perdu sûrement leur timeline, et ça aurait été ça la leçon. Mais derrière, ils auraient vaincu l'ennemi tout de même. Donc, en récompense, ils auraient une vie qui continue et quelque chose à reconstruire dans la Terre de l'univers 6. Et là, on aurait une fin en demi-teinte. Dans le sens où ils ont survécu très difficilement, mais tout a été détruit là-bas. Mais quand même, on a pu sauver quelques vies. Et on n'aura pas ressuscité ceux qui sont morts dès à présent. Voilà, ça vous donne une fin en demi-thème si vous voulez ça. Et une fin en demi-thème qui est assumée. Mais une fin où tout le monde se met à table, tout le monde rigole et tout ça. Et on nous dit qu'au final Trunks va voyager dans une toute autre timeline, créant une nouvelle bague du temps, donc une nouvelle timeline, créant carrément la timeline. Et qu'il va côtoyer son double, et que sûrement il va côtoyer le double de sa mère et qu'il sera très heureux comme ça. Là non, ça ne vaut rien. Et j'espère que vous comprenez l'essence de mes propos, car c'est très important. Enfin d'ailleurs, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, je vous y répondrai comme toujours avec grand plaisir. Sachez encore une fois que si vous m'avez trouvé sévère tout au long de cette review, c'est parce que j'adore Dragon Ball. Et que c'est difficile à supporter, je ne peux pas supporter le fait que la fin de cet arc-là, qui est le meilleur arc en tout cas de Dragon Ball Super, et certains même pensent que c'est le meilleur arc de Dragon Ball, ce n'est pas mon cas mais vous avez le droit de le penser, eh bien c'est injuste que l'arc se finisse comme ça. Alors dernier espoir, c'est que le manga papier ficelle un peu mieux tout cela, même si ça a l'air de se profiler de la même manière, vis-à-vis du chapitre 18, etc. Mais on peut espérer que la morale sera mieux dégagée, que le double tranchant côté positif et négatif de l'arc sera mieux assumé dans le manga papier. C'est en cela que je fonde mes espoirs. Après, côté partie animation, dans cet épisode-là, vous aurez compris que toute la partie tête de Zamasu et tout ça, ça ne m'a pas plu. Les rayons laser et tout, c'est pas du tout mon délire, c'était mal animé. C'était des mauvais choix d'animation qui étaient même mal dessinés, tout simplement. Il y avait un grain d'image qui était pas cool à voir du tout. Mais après, tout le reste de l'épisode, ça allait. Honnêtement, ça allait. L'attaque, la triple attaque, Kamehameha, Kanongari, Final Flash, ça allait. Le passage de Zeno, quand il vide un peu tout cet univers, tout ça, voilà, tout cela était joli. Il n'y avait pas de trucs très très mal dessinés, à part le Zamasu nuage. En termes de musique, elles étaient toujours là pour supporter les phases. Elles étaient toujours très cohérentes avec ce qu'il se passait. Donc je n'ai rien à redire de ce côté-là. Malheureusement, c'est surtout l'aspect cohérence de fond de cet épisode-là qui remet en question toute la cohérence de l'arc, et je ne peux pas faire autrement, et ça me rend triste. Enfin triste, c'est pas ça qui va gâcher ma vie, mais pour quelqu'un qui adore Dragon Ball, oui, ça me rend triste, parce que vous allez me dire, oh tu en fais trop, tu dis que tu es triste, etc., c'est que Dragon Ball, détends-toi, il y a autre chose dans la vie. Oui, ok, il y a autre chose dans la vie, on a tous d'énormes problèmes chaque jour, différentes choses, que ce soit l'école, le travail, tout ce que vous voulez, on a tous des problèmes. Mais là, sur la chaîne, on vient se divertir. On est sur YouTube, je partage avec vous, on vient se divertir et on parle de Dragon Ball. Bientôt, la chaîne, c'est toujours ma volonté, se diversifiera vers d'autres animés, mangas et jeux vidéo, histoire de donner de la fraîcheur sur la chaîne. C'est ma volonté, depuis que j'ai créé cette chaîne, c'est ma volonté de toute façon, même si je me suis focalisé sur Dragon Ball jusqu'à présent. Mais en tout cas, voilà. Le but, quand on vient parler sur YouTube ensemble, c'est de mettre de côté les problèmes, justement de les oublier et de passer un bon moment, aussi bien vous que moi. Et voilà pourquoi la fête est un peu gâchée malheureusement par cet épisode 68 qui fait retomber le truc. La preview de l'épisode 68. Tout simplement, je vais me permettre de ne pas en parler. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas en lien direct, enfin du moins pas en lien très direct avec l'épisode et l'intrigue. L'intrigue de l'arc maintenant, elle est clôturée. L'arc Mirai Trunks bien sûr, et on va amorcer un nouvel arc. Il y a eu pas mal de spoilers qui ont fuité sur le net, issus du V-Jump, etc. Je vais en parler dans une vidéo spéciale, et en plus, il y aura ma review du futur cette semaine. Sachez que là, c'est sûr, je me permets de l'annoncer, que je rencontre des problèmes ou pas, je vous sortirai une review du futur de l'épisode 68, et des épisodes précédents, chaque semaine, il y aura une review du futur. J'ai un PC de remplacement, je suis toujours malade, mais je fais en sorte d'avoir la voix la plus claire quand je viens vous parler sur YouTube tout de même. J'espère que cela n'aura pas été trop désagréable à m'écouter durant cette vidéo. Donc cette semaine, il y aura une review du futur et d'autres vidéos prédictions qui vont revenir sur la chaîne. Je sais que c'est aussi pour cela que vous me suivez.
Et c'est aussi pour cela que j'ai créé la chaîne. À la base, je n'ai pas créé cette chaîne pour faire des reviews, mais pour vous partager mes prédictions Dragon Ball, mes analyses et mes reviews du futur, qui sont un format que j'affectionne énormément. Donc ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de parler de cette review de l'épisode 68 durant toutes ces vidéos-là, sans aucun souci. Et justement, j'aimerais focaliser l'attention durant cette vidéo sur le fait que l'on vient de clôturer l'arc. Moi, l'arc, je l'ai beaucoup aimé, je pourrais même vous faire une vidéo sur mon ressenti global sur l'arc, comme ça vous verrez que je ne suis pas un rageux ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous découvrez ma chaîne, je vous le dis, n'hésitez pas à checker toutes mes précédentes vidéos, et vous verrez que je suis très content et toujours très heureux de parler de Dragon Ball Super à chaque fois, et que c'est vraiment la première fois où je pousse en quelque sorte un coup de gueule contre la série. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté tout ce temps-là, et je suis extrêmement curieux d'avoir votre avis, votre ressenti vis-à-vis de cet épisode, de me dire si vous avez trouvé qu'il concluait bien la série, et je respecterai votre avis, ou si tout comme moi vous pensez que voilà, scénaristiquement ça tenait pas la route, et ce sur de nombreux points, et n'hésitez pas à me détailler lesquels selon vous, si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur les points que j'ai développés, si vous en avez d'autres en tête, parce que c'est vrai que sur mes vidéos review je prends mon temps, et ça me fait plaisir de prendre mon temps pour vous les partager, et de ne pas me raccourcir, me brider ou quoi que ce soit. Mais je ne suis pas non plus omniscient, même Zeno ne l'est pas, alors moi je ne suis pas non plus. Et c'est justement ça qui est cool, de rassembler vos avis et vos informations supplémentaires dans les commentaires pour pouvoir justement discuter ensemble et lancer le débat. C'est ça le principe de poster une vidéo. Si je n'avais pas le désir de partager, je ne viendrais pas sur YouTube. Je ferais mes vidéos sur mon ordi et je les laisserai sur mon disque dur en local. Voilà, blague à part, mais je pense que vous avez compris mon état d'esprit. En tout cas, vous l'avez compris, beaucoup de choses à venir sur la chaîne. Il y a eu un rythme très freiné de mes vidéos, ça c'est clair ces derniers temps, entre mes congés, mes problèmes de PC, mes problèmes de santé, mais tout se remet dans l'ordre petit à petit. Et ne vous inquiétez pas, je vais carburer de plus en plus sur la production de vidéos. Et j'espère que vous serez au rendez-vous comme d'habitude. Vous êtes une communauté magnifique. Et en plus, elle s'agrandit de jour en jour. Et je ne vous en remercierai honnêtement jamais assez. Sachez que la vidéo résultat du concours Twitter arrive très prochainement également sur la chaîne. Je vous ai trouvé à chacun des 3 gagnants d'assez jolis cadeaux. Où je présenterai les 3 gagnants du concours qui auront été tirés au sort sur Twitter. Et les cadeaux qu'ils recevront. Et du coup, je vous remercie encore une nouvelle fois. Je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, de la liker un maximum pour que notre communauté puisse se développer sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.